pas approcher le phénomène migratoire sans l'intervention des universitaires, car au milieu des universités, on peut approcher le phénomène d'une manière objective. Nous avons ici parmi nous le professeur Christian Vallard, professeur qui nous vient de l'Université de Côte d'Azur, doyen honoraire, directeur honoraire, mais aussi enseignant dans le domaine de la sécurité intérieure. À vous la parole, je vous invite à prononcer votre nom, professeur. Bien, c'était pour attirer l'attention du public. Ça marche toujours, si je puis dire, étant donné que j'ai buté sur une marche inexistante ou l'inverse. Enfin, bon, l'intention n'est pas là. Effectivement, sans développer cet aspect géopolitique, je ne peux que remarquer qu'en France en particulier, cette dimension des migrations irrégulières, c'est celle qui pose problème, a une très grande importance, et vous savez, si vous suivez un peu ce qui se passe chez nous, comme dans d'autres pays européens, que c'est un enjeu majeur, aussi bien pour la conquête d'un parti, je ne vise personne, que dans l'optique des élections. Et le phénomène migratoire est devenu un phénomène qui a pris une ampleur parfois phénoménale, qui n'est pas toujours très, loin de là, très bien compris par les élites, par la classe politique ou même par la population. Parce que lorsqu'on dit immigration, on voit tout de suite l'aspect immigration clandestine, égale terrorisme, égale délinquance, égale problème. Or, cet aspect n'est pas faux, mais enfin, le réduire à cette dimension serait quand même un aspect bien regrettable, d'autant plus que l'Union européenne se caractérise, comme on le sait, par la suppression de ses frontières intérieures, avec le processus Schengen, qui figure maintenant en tant que tel dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 21, ainsi que dans l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux. On circule librement en Europe. Seulement, il ne vous a pas échappé, à vous comme à d'autres, que, égard entre autres ce qui s'est passé en 2015 à des afflux subis de migration, l'Allemagne puis la France ont demandé la possibilité, elle existe juridiquement, de suspendre les accords de Schengen afin de reprendre le contrôle aux frontières nationales. Moi qui habite Nice, je me souviens de la reprise du contrôle aux Antilles, au poste frontière avec l'Italie, c'était assez impressionnant. Nous avons un flux régulier de migrants clandestins qui viennent d'Italie. L'Allemagne, c'est autre chose. Et donc, il est possible, effectivement, de suspendre. Seulement, ce n'est pas la solution. S'il s'agit de rétablir les frontières intérieures, il n'y a plus de Schengen. J'appelle le sang versé. Il n'y a plus de Schengen. Et si, systématiquement, les États membres rétablissent leurs frontières intérieures aussi, ou ne peuvent pas le faire, le problème des migrations non voulues se posera. C'est pourquoi, effectivement, et l'idée n'est pas mauvaise, a priori, l'Union européenne se tourne, ainsi qu'un certain nombre d'États membres, sur une externalisation de la lutte contre l'immigration clandestine, en la déléguant, puisque c'est bien le mot, c'est un peu curieux qu'on délègue de la souveraineté dans ce domaine, à d'autres États, l'État d'origine de l'immigration, État de transit, parfois ce sont les deux d'ailleurs, peut être à la fois État de transit, État de migration, à travers le plan Mattei en est un bon exemple, mais l'Union européenne avait déjà commencé auparavant, un deal, je n'ose pas dire en marchandage, des fois ça peut ressembler un peu d'ailleurs, mais enfin, un deal entre je vous amène des ressources, je vous amène des investissements, je vous amène des ouvertures, mais vous en échange, je compte sur vous, vous maîtrisez autant que possible, pas non plus rêver, les migrations clandestines qui viennent de votre pays ou qui passent par votre pays. C'est du donnant-donnant, pourquoi pas, pouvant aller, je pense que le thème ne sera pas abordé sur ces 2 jours, une situation un peu juridiquement bizarre et contestée de la Grande-Bretagne, vous savez, qui voulait envoyer ses immigrés au Rwanda, lequel Rwanda était tout à fait d'accord pour les accueillir, parce que c'était moyennant finance. Le nouveau gouvernement travailliste britannique a refusé, on est dans cette voie-là, et l'Italie, Giorgia Meloni, qui avec son plan Mattei étant en pointe dans ce genre d'approche, avait envisagé aussi de déléguer, d'envoyer des immigrés clandestins en Albanie, c'est moins loin, et l'Albanie était tout à fait favorable, là aussi parce que ça ramène de l'argent, soyons clairs, c'est simple. C'est une vision un peu curieuse, c'est-à-dire pas ça fait penser à l'esclavage, parce qu'il ne s'agit pas d'esclaves, enfin, un aspect de marchandisation qui est quand même un peu singulier et un peu problématique. Comme à juste titre, la question a été posée
les pays européens et d'autres. Nous ne parlons pas des États-Unis de Donald Trump, c'est encore notre problème. Les pays européens, tout État a le droit de protéger sa souveraineté et ses frontières. Et en droit international, ce n'est pas un dû que de pouvoir s'installer dans un État étranger. Celui-ci doit pouvoir accepter ou pas. Néanmoins, si du moins il s'agit d'un État digne de ce nom, d'un État de droit, il y a des droits humains, des droits humanitaires à respecter. Ce qui n'est pas toujours le cas des pays de transit. J'espère ne contrarier personne en disant ça. Jean-Claude, c'est un portail ouvert, là, c'est même pas une porte. Le cas de la Libye, par exemple, pose problème. Vu la manière dont sont traités les migrants, les pauvres, franchement, ce n'est pas l'endroit pour où passer. Heureusement, avec d'autres pays, la situation est différente. Donc, c'est ce que c'est un de ces points que nous allons voir dans... Alors là, j'aimerais savoir une question très pratique. C'est 15 minutes, on n'est pas de 3 minutes près, mais disons, c'est 15 minutes par intervention. Il y a 7 intervenants. Et après, je vous ai laissé un petit temps. Donc, ça fait à peu près 2 heures, 7 minutes. De combien de temps dispose le panel 1 pour voir le temps qu'on laisse au minimum de débat après le suivi des interventions. Oui, après. 20 minutes une fois les interventions ont passé. Oui, d'accord, c'est ma question. Donc, une fois les interventions de 15 minutes chacune, il y aura à peu près une vingtaine de minutes pour donner lieu à, si ce n'est un débat, en tout cas des questions pertinentes ou impertinentes, on l'espère. Les questions impertinentes sont toujours mieux que les questions pertinentes. Donc, je vais laisser la parole à différentes... Alors, certaines sont en présentiel, d'autres sont en distanciel. Enfin, tout le monde est là, c'est le principal. Vive le numérique, il faut bien reconnaître que je faisais partie de ceux à l'université qui avaient des doutes sur les valeurs du numérique. Bon, avec le Covid, il nous a été bien utile, à condition de garder des limites aussi. On va se remplacer, enfin, c'est autre chose, mais nous, à Nice, on a rétabli des cours pour tous les étudiants, et lors de questions en plein d'étudiants, celui en distanciel. Être sur place physiquement, c'est quand même beaucoup plus intéressant que d'écouter d'une oreille plus ou moins distraite, voire même en faisant quelque chose. Genre, on finit son petit déjeuner pendant que le cours commence. J'ai vu ça avec les caméras mal cadrées, avec des gens, enfin, des scènes parfois amusantes. Donc là, nous allons aborder, effectivement, à travers les 7 thèmes que je donne déjà, puis après, les intervenants vont commencer. Alors, sur le Cameroun et la question de la gouvernance euro-africaine des migrations clandestines. Insuccès d'une gestion efficace et durable. Autre point, approche sécuritaire flux migratoire, quel bilan pour la coopération euro-marocaine? Nous sommes en plein dans le sujet, il me semble, au Maroc. Ensuite, l'externalisation et la lutte contre l'immigration irrégulière. Ensuite, 2 exposés sur le plan Mattei et la lutte contre l'immigration clandestine, et la politique italienne d'externalisation de la lutte contre l'immigration illégale en Afrique. Donc, ce sont des thèmes qui vont se compléter. Et enfin, les 2 derniers thèmes, on retrouve le Maroc, les mécanismes de coopération Maroc-Union européenne en matière de gestion des réfugiés. La dialectique est posée, mais c'est celle que j'évoquais il y a quelques minutes, vers un renforcement des droits humains ou une orientation sécuritaire. En fait, il y a manifestement les 2. Et enfin, la dernière intervention portera sur le processus de Rome et le protocole d'accord Union européenne-Rwanda, justement, sur des chaînes de valeur durable pour les matières premières. Et nous avons là les 7 intervenants, et sans plus attendre, et en voyant l'intervention qui est sur place, Monsieur Connefond. Ah, d'accord. Donc, je ne convie pas le premier intervenant, puisque nous allons faire une pause café. Je le convie à être prudent pour ne pas faire une arrivée fracassante et remarquée. Est-ce qu'on peut poser certaines questions, profiter de la présence des intervenants? Ils seront là encore. Oui, ils ne vont pas disparaître, les intervenants.